Salut, aujourd'hui on va parler de la 5G avec le journaliste Nicolas Bérard de L'Âge de Fer et auteur de 5G Mon Amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. Depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, dans les commentaires sous les vidéos du média, beaucoup me demandent de parler de la 5G. C'est récurrent. Parfois avec des arguments qui sonnent très complotistes, la 5G libère un certain nombre de fantasmes, évoque un peu la complosphère, il y a beaucoup de rumeurs, parfois pas assez d'études scientifiques sur le sujet qui peuvent étayer le débat. On a notamment lu des choses vraiment délirantes sur les réseaux sociaux pendant la période de confinement. Mais pourtant, ce n'est pas un sujet complotiste. Il y a des choses sérieuses, inquiétantes, vérifiées sur la 5G. Alors on va essayer d'y voir plus clair. Il y a notamment eu un appel regroupant des scientifiques, des médecins, des organisations écologistes de 204 pays pour stopper le déploiement de la 5G, notamment des satellites. Plus tôt, déjà, il y avait eu un précédent appel réunissant 215 scientifiques de 41 pays à l'attention de l'OMS, en faisant valoir plusieurs publications scientifiques. La 5G pose donc question sur le modèle de société que nous voulons. Elle interroge sur notre monde, notre course à la consommation toujours plus productive, toujours plus énergivore. La 5G, ce réseau sans fil, 5e génération, doit multiplier les débits par 10 et divisera autant le temps de latence. En gros, la connexion sera très rapide. Permettra aussi de combiner les objets connectés qu'on nous annonce pour les temps à venir. La 5G, par exemple, va assurer le fonctionnement des voitures autonomes. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va ? Très bien. Alors, la 5G, ce n'est pas juste une menace brandie par des confusionnistes ou quoi, c'est une technologie qui va vraiment nous coûter cher et qui consomme beaucoup, qui est très énergivore. On parle de 3 fois plus d'électricité consommée que par l'actuel 4G. Certains, comme le think tank The Shift Project, parlent d'une augmentation de la consommation électrique nationale de l'ordre de 2%. Donc il y a vraiment un problème qui se pose d'abord en termes de consommation énergétique. Ça ne va pas vraiment dans le sens d'un modèle de sobriété énergétique en fait. Oui, c'est une des grandes arnaques en fait, qui entourent la 5G, c'est de nous faire croire que c'est une technologie qui va rendre nos vies plus écologiques et plus vertes. Et en fait, on s'aperçoit tout simplement en observant ce réseau et ce à quoi il est voué, donc à connecter l'ensemble des objets qui nous entourent, l'ensemble des voitures, etc., tout ce qui nous entoure, de le connecter dans un grand réseau. Donc c'est l'utilité de la 5G, on s'aperçoit que tout ça va nécessiter un extractivisme phénoménal, une consommation d'énergie phénoménale, et que donc ce mythe en fait, c'est le mythe de la croissance verte, quoi. On essaye de nous faire croire que la Smart City et le Smart World va nous sauver du péril écologique, alors qu'il va au contraire accélérer ce modèle qui nous fait consommer toujours plus de ressources et dépenser toujours plus d'énergie. Parce que là, c'est vrai qu'on est dans une période où on parle beaucoup de pollution numérique, on dit aussi qu'il faut économiser notre énergie de plus en plus. Là, le modèle de société qu'on nous propose avec la 5G, on en est très loin, avec un fort impact sur la consommation d'électricité, mais on peut se poser aussi une question, à un moment où déjà même on parle de la 6G, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce que c'est superflu ou est-ce qu'en fait, finalement, c'est juste qu'on est devenu totalement accro à nos smartphones et qu'on ne peut plus s'en passer ? Une de mes motivations pour écrire ce livre, c'est qu'on a un discours dominant qui se déploie comme ça sur la plupart des chaînes de télé, dans la plupart des médias, qui nous dit que la 5G, c'est une sorte d'évolution naturelle. On a eu la 3G, la 4G, on passe à la 5G, et là, il y a déjà des équipes qui travaillent sur la 6G, comme si on ne pouvait pas faire autrement que d'aller toujours plus vite. Et effectivement, la bonne question, c'est de savoir, mais est-ce qu'on en a besoin ? Et en plus de ça, est-ce qu'on en a envie ? Est-ce qu'on a vraiment envie de déployer une énergie phénoménale pour pouvoir télécharger un film en 3 secondes sur son téléphone portable, pour avoir des voitures autonomes ? Et ces questions-là, finalement, sont passées sous silence, ne sont pas posées, et on nous fait croire on nous fait croire à nous-mêmes qu'on en a envie, quoi. Voilà. C'est un gadget, en fait, c'est pas une nécessité. C'est pas seulement un gadget, parce que c'est un modèle de société qu'il y a derrière, quoi. Ultra centralisé. C'est ce qu'on voit avec les GAFAM, c'est ce qu'on voit avec ce modèle numérique où tout est très centralisé entre les mains de quelques milliardaires. Et pourquoi la question n'est pas posée ? Je pense parce qu'on veut nous faire avaler ce modèle-là sans nous demander notre avis. Et d'ailleurs, on ne nous demande jamais notre avis. On nous dit que la 5G va être déployée en France et dans le monde et que c'est comme ça. En fait, son utilité, elle est uniquement économique. C'est-à-dire que dans une interview à France Info, par exemple, il y a le PDG d'Ericsson France qui dit, au contraire, on va réduire notre empreinte carbone avec la 5G, car le trafic ne cesse d'augmenter avec la 4G.
et dit qu'on perd toute rationalité, qu'il faut remettre la science au cœur du débat. Finalement, ce projet, il est uniquement industriel, il sert des intérêts économiques, mais c'est tout. Évidemment, en fait, c'est un discours qui est très facile à démonter. Je cite un exemple, on nous dit effectivement que la 5G va moins consommer que les autres réseaux, que les antennes 5G consommeront moins que les autres antennes, sauf qu'il y a presque 200 fois plus d'antennes avec la 5G, puisque c'est un réseau, vu qu'il doit connecter l'ensemble des objets, qui a besoin de puissance beaucoup plus importante que les réseaux actuels. Et en plus de ça, il ne va pas remplacer les réseaux 3G et 4G, mais s'ajouter à ces réseaux déjà existants. Donc quand on nous dit que ce réseau va permettre de faire des économies d'énergie, c'est évidemment faux, puisque c'est quelque chose qui va s'ajouter à ce qui existe déjà. Alors, il y a un argument quand même, c'est que le gouvernement aujourd'hui dit qu'il ne veut plus de zones blanches en France, c'est-à-dire de zones non couvertes par le réseau de téléphonie. Il y a une raison de donner à cela, c'est notamment lutter contre la fracture numérique pour des habitants des territoires les plus isolés, etc. Est-ce qu'on peut s'opposer à ce type d'argumentaire ? Oui, je cite un courrier d'un médecin qui est chargé d'investiguer justement sur l'électro-hypersensibilité et qui dit clairement qu'ils reçoivent de plus en plus de patients qui disent souffrir des ondes et qui sont démunis face à ça. Donc ces personnes-là, dans les cas les plus graves, sont obligées de trouver des zones blanches où il n'y a pas d'ondes pour pouvoir vivre normalement sans souffrir. Et face à ça, l'État les ignore totalement, les exclut du corps social et dit il faut supprimer toutes les zones blanches. Donc c'est d'une violence inouïe, je trouve, que de leur répondre nous on veut faire disparaître toutes les zones blanches, autrement dit toutes les zones dans lesquelles vous pouvez vivre sans souffrir. Ça c'est une première réponse. Et deuxièmement, cette fracture numérique, oui, elle existe, mais par exemple, il y a beaucoup de collectifs qui s'opposent à la 5G qui, par ailleurs, demandent le déploiement de la fibre. Et là, encore, on fausse le débat quand on dit qu'on va résoudre cette fracture numérique uniquement avec des antennes. Il y a une époque où on a déployé le téléphone fixe filaire. Ça a été mené par une entreprise publique, France Télécom, qui a équipé l'ensemble des maisons jusqu'à la dernière ferme au fin fond des campagnes. Toutes les habitations pouvaient être reliées au réseau téléphonique. Et aujourd'hui, le déploiement de la fibre, il est confié à des entreprises privées qui, évidemment, déploient la fibre là où ça peut leur rapporter de l'argent. Et là, pour le coup, dans les campagnes un peu reculées, dans les petits villages, pour eux, ce n'est pas intéressant économiquement de déployer la fibre. Mais si c'était mené au nom d'un service public et pour réduire cette fracture numérique, on pourrait faire comme on a fait avec le téléphone fixe et la déployer partout. Vous dites qu'il faut développer la fibre. Ah, la fibre, moi, ça me... Oui. Moi, je trouve Internet, je trouve que c'est un super outil. Je ne suis pas contre la technologie. Je suis contre cet absolutisme, en fait, qui veut absolument que tout soit relié, que tous les objets soient reliés, et en passant par toujours plus d'antennes, toujours plus d'ondes électromagnétiques, sachant que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de signaler, mais ces ondes électromagnétiques, même si on ne les voit pas, même si on ne les sent pas, c'est une pollution. C'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui est balancé dans notre environnement. Donc il faut revenir un peu à la raison, alors qu'aujourd'hui on nous dit il faut développer la 5G de partout sur le territoire, que le moins de centimètres carrés soit couvert par le réseau 5G. Et dans le même temps, on a l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui est une agence dont le but n'est surtout pas d'embêter les projets industriels. Et malgré tout, là, quand on leur parle de la 5G, ils disent il faudrait qu'on puisse travailler dessus, que les opérateurs nous disent comment va fonctionner ce réseau, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune espèce d'idée des effets que peuvent avoir ces ondes sur la santé humaine. Vous nous dites que c'est une pollution. Donc en fait, finalement, ce n'est pas juste un principe de précaution qu'il faut appliquer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une lutte contre une pollution qui serait avérée. Oui, la pollution est avérée. Dès lors qu'on injecte quelque chose dans l'environnement qui n'est pas naturel, pour moi, c'est une pollution. Ensuite, on a quand même beaucoup d'études qui semblent démontrer que ces ondes ont un effet sur le vivant, que ce soit sur les humains, mais aussi sur les animaux. Il y a le NTP, là,
la principale agence sanitaire des États-Unis, qui vient de publier une étude qu'elle a menée sur des rats, sur des milliers de rats. Et il confirme que, effectivement, que les rats qui sont soumis à des ondes électromagnétiques développent des cancers, des gliomes. Ils en développent beaucoup plus que les rats qui sont protégés des ondes électromagnétiques. Des ondes, il y en a naturellement. Enfin, il en existe naturellement. Le soleil, par exemple, il en émet. Donc, tout à fait, ouais. Il y a des ondes naturelles, des ondes non naturelles, vous dites. Ces ondes sont plus dangereuses. Ben, c'est comme dans l'air, il y a du CO2. Tout ce qui est dans l'environnement n'est pas forcément nocif tant que ça reste à des quantités raisonnables et naturelles. Effectivement, des ondes, il y en a toujours eu. L'humain et tout ce qui est vivant sur la planète s'est construit avec cet environnement naturel-là. Le problème, c'est quand on modifie, et de façon exponentielle, là en passant à la 5G, et puis déjà avec l'idée de préparer la 6G, qu'on modifie un environnement naturel de façon très rapide, le vivant n'a pas forcément le temps de s'adapter. Et là, c'est le risque. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore peu de gens, heureusement, qui se déclarent sensibles, qui disent souffrir des ondes. Mais moi, je fais le parallèle un peu avec la cigarette. Ça fait que 20 ans, finalement, qu'il y a des réseaux téléphoniques mobiles. C'est très court. Quelqu'un qui fume depuis 20 ans peut être en excellente santé. Après, il le sera certainement moins au bout de 30 ans de cigarette et encore moins au bout de 40 ans de cigarette. Donc si on a bien encaissé les 20 premières années d'exposition à ces champs électromagnétiques, tant mieux. Et puis, bon, pour ceux qui ont bien supporté les 20 premières années, tant mieux pour eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont bien supporter les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années. Et puis vous dites aussi qu'il peut y avoir un effet cocktail avec ces différentes ondes. Oui. Et ça, c'est une des inquiétudes de l'ANSES, qui pourtant, encore une fois, est toujours très poli avec l'industrie. Mais là, il y a un effet cocktail qu'il faudrait mesurer, qu'il faudrait pouvoir étudier. Et actuellement, les opérateurs ne décrivent même pas exactement comment va fonctionner le réseau 5G. Et donc, on ne peut pas étudier actuellement les effets que ça aura sur la santé. Vous me parlez des industriels. Alors justement, dans votre livre, vous parlez beaucoup du poids des géants de la téléphonie, notamment à travers leur lobby. Est-ce que vous pouvez m'en dire parler un petit peu ? Clairement, quand on étudie le développement des réseaux téléphoniques mobiles et du téléphone portable en général, on s'aperçoit qu'ils appliquent les vieilles recettes du lobbying, que ce soit alors notamment sur le plan sanitaire. On connaît cette expression d'industrie du doute qui vise donc à contrer toute étude qui pourrait démontrer une nocivité d'une technologie ou d'un produit. C'est l'industrie du tabac notamment qui avait mis ça en place. Donc à produire des études pour instaurer le doute. Et dès lors qu'il y a un doute, ça bénéficie aux industriels parce que en attendant de vérifier si effectivement c'est dangereux ou pas, en attendant ils sont libres pour développer leur technologie. Donc effectivement, il y a un lobby qui est très puissant et qui est de plus en plus puissant. Et là, c'est devenu vraiment flagrant avec l'arrivée de Macron au pouvoir. On a pu le constater avec tous les gouvernements. Mais là, avec l'arrivée de Macron au pouvoir et de son projet de Startup Nation, on a vraiment l'impression que l'État et l'industrie du mobile et de toutes ces nouvelles technologies ne font plus qu'un. Je vais juste citer un exemple. C'est pendant le Covid. Ils prennent l'état d'urgence sanitaire. Ils déclarent le pays en état d'urgence sanitaire. Une des mesures qui a été prise au nom de cet état d'urgence, c'est de permettre aux opérateurs de déployer des antennes téléphoniques sans avoir aucune autorisation à demander à qui que ce soit. Une ordonnance le 26 mars. Effectivement. Et là, on se dit, mais quel rapport ? Est-ce que c'est l'urgence ? On n'avait pas de masque pour se protéger. Mais l'urgence, apparemment, c'était de dire aux opérateurs, déployez vite des antennes téléphoniques. Mais l'une des spécificités de ce lobby, vous dites aussi, c'est qu'il cimente tous les lobbies, un petit peu, tous les gros lobbies, on va dire. Vous me parlez de l'énergie, du nucléaire, même de l'automobile, du BTP. C'est qu'en fait, il a une particularité, c'est qu'il a réussi à tous les unir pour une même cause. Oui, c'est ça, à travers ce projet de Smart World, de monde intelligent, de Smart City, etc. Je pense qu'en fait, l'industrie n'avait plus tellement d'idées pour se renouveler, avait cette contrainte quand même écologique et cette pression de plus en plus importante.
Et finalement, ils ont trouvé la solution à travers ce monde ultra connecté et ce projet de Smart City qu'on nous vend encore une fois comme une solution au péril écologique, alors qu'il va faire qu'accélérer le problème. Mais donc, ça a été un peu une aubaine, et c'est vrai qu'on a l'impression que toute l'industrie se recrée par rapport à ce nouveau modèle hyper connecté, ça soulève aussi la question des data, des recueils de données, etc., de cette société de surveillance et de contrôle. Donc l'ensemble de l'industrie, c'est vrai, se reformate un peu par rapport à ce nouveau modèle, que ce soit pour les bagnoles avec les voitures autonomes ou les voitures électriques, le BTP avec les bâtiments soi-disant intelligents, l'énergie, le nucléaire voit d'un très bon œil ce modèle aussi, parce que c'est un modèle qui consomme énormément d'électricité, donc il faudra bien la produire. Comment? On ne pourra pas développer à l'infini des fermes d'éoliennes et de solaire. Donc au lieu d'aller, et là encore on voit bien l'arnaque qu'il y a derrière ça, c'est qu'au lieu d'aller vers un modèle qui est plus sobre énergétiquement, en fait on développe des technologies qui vont consommer de l'énergie pour soi-disant nous en faire économiser. Enfin c'est... En fait, derrière ce projet, c'est celui du Smart World, mais comment le définit exactement le Smart World, ça se définit comment? C'est très vaste. C'est un monde dans lequel, en fait, la technologie gère nos vies, finalement. Et on n'accorde plus aucune confiance à l'être humain. C'est des réseaux, une espèce d'intelligence supérieure, comme ça, qui est censée nous dire comment consommer, quand lancer notre machine à laver, comment se déplacer, qui va gérer nos vies, qui peut gérer même notre rythme de marche. Ça, c'est quelque chose qui paraît incroyable, mais dans une rame de métro, par exemple, il suffit de faire ouvrir les portes plus ou moins vite et ça gère notre rythme de marche. Donc les humains sont gérés comme des flux. Il n'y a plus d'accroche, il n'y a plus de hasard, parce que le hasard, c'est pas assez efficace. Tout est sous contrôle un peu. Et finalement, des algorithmes, des algorithmes. Tout ça gère notre mode de vie et finalement... tout ce qui fait le sel de la vie disparaît, quoi. Et vous dites que l'union entre tous ces industriels de la téléphonie, de l'électricité, etc., ils sont justement révélateurs de ce monde qu'on nous prépare, ce monde de demain, avec un chef d'orchestre qui serait l'État, finalement. Et même, pour vous citer, vous dites, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, parle même d'un enclos numérique mondial. Pour vous, là, ça illustre parfaitement, justement, ce projet. En tout cas, c'est une expression qui fait froid dans le dos, quoi. Lui, il était interrogé donc sur la question de la reconnaissance faciale, des caméras de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale, et il dit il faut pas forcément avoir peur de cette technologie, et de toute façon, on vit dans un enclos numérique mondial. Moi, ça me fait froid dans le dos, quoi. Et ça veut dire deux choses. Enfin, ça veut dire qu'effectivement, les politiques sont prêts à adhérer à ce modèle-là. Quand vous me dites que le grand Manitou serait l'État, je ne pense pas, en fait. Je pense que l'État aurait un intérêt à ça pour le contrôle et la surveillance, mais c'est aussi d'énormes opérateurs privés, type GAFAM, etc., qui auraient aussi un pouvoir qui serait au moins équivalent à celui des États, quoi. Et donc, quand Castaner dit ça, ça veut dire que lui, il adhère à ce modèle-là, mais aussi qu'il renonce, quoi. Il n'y a plus de politique. C'est que, voilà, c'est un fait. Pour lui, c'est un fait. On vit dans un enclos numérique et il faut faire avec. Donc le politique démissionne, quoi. C'est comme si c'était, encore une fois, une marche naturelle. Bon, voilà, on a inventé le train, ensuite la voiture, et puis aujourd'hui, on est dans le numérique. C'était le destin, la destinée de l'être humain, et le politique n'a rien à dire là-dessus. Il y a un autre aspect aussi, c'est... Jean-Marc Jancovici, notamment de The Shift Project, qui pointe cet aspect-là. Il dit que c'est une aberration économique aussi, parce qu'il y aura une augmentation des coûts des réseaux des opérateurs de 60 à 300%. Il cite une étude de McKinsey corroborée par des calculs de l'association d'opérateurs, la GSMA. En plus, ça va coûter cher, quoi. C'est-à-dire que ça va coûter cher même aux opérateurs et ce ne sera pas forcément rentable. Alors, quel intérêt, du coup, si c'est un projet des industriels ? Je ne sais pas si ça va coûter cher aux opérateurs, sincèrement, parce qu'il faut voir aussi ce qu'ils vont en retirer. Avec la 5G, on n'est plus seulement dans la vente de forfaits téléphoniques, quoi. C'est l'industrie qui utilisera aussi ce réseau. Donc comment ils vont se rémunérer ?
Moi, sincèrement, je ne me fais pas tellement de soucis pour eux. Après, oui, effectivement, c'est certainement un grand gâchis aussi d'argent. Ça, j'en doute pas. Et on nous fait croire que ça va régler tous les problèmes. Alors on nous met en avant des exemples tels que le fait qu'en Chine, un chirurgien a pu opérer un patient qui se trouvait à 5000 km de l'hôpital grâce au réseau 5G. Et là, on se dit, mais ok, bon, bah, super, mais pourquoi il n'y a pas d'hôpital plus proche de chez ce monsieur, quoi. Donc en fait, on essaye de résoudre tous les problèmes à travers ce réseau. Et bon, enfin, quand on regarde un peu de plus près, on s'aperçoit aussi que ça permet de mettre moins d'argent dans les services publics. L'éducation, par exemple. L'éducation, là, on a vu un exemple avec cette crise du Covid, mais le ministre de l'Éducation n'attendait que ça, en fait, de booster cette éducation à distance avec moins de professeurs, moins de besoins matériels pour le ministère, etc. Voilà, lui, je pense que Blanquer s'est régalé pendant cette crise du Covid. Parce qu'il y a un autre aspect aussi, on a beaucoup parlé des satellites. Parce que pour pouvoir déployer la 5G, on va devoir déployer aussi des satellites en orbite basse. On en parle beaucoup actuellement avec Elon Musk, qui a lancé justement un projet récemment. Il y a aussi l'entreprise OneWeb, qui prévoit d'en envoyer 48 000 de plus, très vite. Il y a une pollution de l'espace qui est dénoncée par les astronomes. Finalement, en fait, cette 5G, elle pose des problèmes à tous les étages, quoi. C'est-à-dire sur Terre, autant sur Terre que dans l'espace. Oui, parce que encore une fois, c'est plus qu'un réseau. On n'est plus dans le réseau mobile, qui posait certains problèmes, mais là, il s'agit de tout connecter et de tout pouvoir tracer. C'est-à-dire n'importe quelle marchandise qui va être construite en Chine et envoyée en Europe ou en Afrique ou aux États-Unis doit être tracée tout le long de son voyage. On doit pouvoir tout suivre, en fait, 24 heures sur 24. Et donc, ça nécessite effectivement que toute la planète soit couverte du réseau 5G. Et là, alors sur Terre, on peut se débrouiller avec des antennes, mais effectivement, pour pouvoir suivre les marchandises sur les océans, etc., il faut passer par l'espace. Enfin, c'est des mots qui sont... je ne suis pas sûr qu'ils soient bien utilisés, mais on peut quand même parler d'un projet total et global au niveau planétaire. C'est là où la 5G... pour moi, est un enjeu beaucoup plus important que les précédents réseaux. On bascule dans un modèle de société, et non seulement un modèle global, mais en plus un modèle mondial de société. Et destructeur, est-ce qu'on peut dire qu'il est destructeur ? Pour l'environnement, c'est certain. Il y a des données d'ailleurs inquiétantes, des études très sérieuses qui ont été publiées dans des revues tout à fait reconnues avec comité de lecture, etc., qui montrent que certaines ondes utilisées par la 5G vont perturber la vie des insectes, par exemple. On a besoin des insectes. Et ça arrive à un moment où c'est pas comme si tout allait bien, la planète se portait à merveille et que donc on pouvait peut-être se permettre de prendre un risque et de développer une technologie. La planète, malheureusement, elle est dans un état qui est déjà très préoccupant. Et là-dessus, on nous balance une pollution de masse, parce que là, vu que ça doit couvrir l'ensemble de la planète, c'est vraiment une pollution de masse. On nous balance cette pollution de masse qui va s'ajouter aux autres, et on le fait au nom d'un modèle de société dont on n'a pas besoin et on n'en a pas forcément envie. Moi, par exemple, j'en ai pas envie. Est-ce que ça interroge vraiment, en fait, c'est ce modèle de développement, quoi. Vous écrivez d'ailleurs, est-ce qu'on est prêt à renoncer aux étoiles filantes, quoi, pour ce projet ? Oui, alors ça paraît bête, quoi, ouais. Mais effectivement, avec les satellites là, qui ont été balancés par Elon Musk, il y a des astronomes qui s'attendaient à voir, il y avait une nuit spéciale où apparemment il y allait avoir beaucoup d'étoiles filantes. Donc ils attendaient ça avec impatience. Et en fait, comme les satellites d'Elon Musk sont très lumineux, ils n'ont pas pu observer les étoiles filantes. Alors on peut dire, on s'en fout, les étoiles filantes, ça ne rapporte rien. Économiquement, ce n'est pas intéressant. Mais on a aussi le droit de dire, moi non, je ne veux pas renoncer aux étoiles filantes. Ça paraît bête. Mais n'empêche que ça m'embête et je veux que les enfants puissent voir des étoiles filantes, quoi.
Finalement, ça n'a rien de désirable, quoi. Ce projet, il n'a rien de désirable. Vous dites, notamment dans le livre, on nous projette ce monde toujours très propre, avec des immeubles très droits, des lignes toujours très droites, etc. On nous le montre comme étant désirable. Mais en fait, il cache autre chose. On nous le montre comme étant désirable, ou en tout cas comme eux pensent qu'un monde peut être désirable. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les représentations des smart cities, tous les trottoirs sont très propres, il n'y a pas de drapeau de la CGT qui traîne, il n'y a pas de manifestation de gilets jaunes. Les humains, quand ils sont représentés, sont aussi lisses, aussi propres que la ville qu'il y a autour, quoi. Voilà, ils sont complètement intégrés dans cette ville. Ils sont mécanisés, finalement, robotisés. Et je pense que l'industrie se trompe en pensant que ça nous rend cette ville désirable, justement. Moi, j'aime bien dans une ville qui a un peu de bordel, voilà, que ça se frotte, que ça rigole, qu'il y ait du hasard, qu'il y ait tout ça. Donc je pense qu'ils sont en train de se tromper, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'aperçoivent qu'effectivement, ce modèle de société-là, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, quitte à avoir... Parce qu'ils mettent aussi beaucoup en avant l'aspect sécuritaire, quoi. On voit en Chine, il y a un super reportage là, qui s'appelle « Tous surveillés », où on voit à quel niveau ils en sont arrivés, avec de la reconnaissance partout, avec une note sociale qui diminue si on traverse quand le petit bonhomme est rouge. Et ça, alors après, peut-être qu'effectivement, ils disent « regardez, il y a moins d'accidents de voiture, il y a moins de ça », mais... Jusqu'où on est prêt à renoncer à notre liberté, à notre libre arbitre, au nom de la sécurité ou de l'efficacité, quoi. Alors, il y a quand même un manque, c'est au niveau des études indépendantes et notamment financées par les pouvoirs publics. Vous dites dans votre livre qu'il y a un souci, quand même, des lacunes à ce niveau-là. Oui, je disais tout à l'heure, l'ANSES elle-même reconnaît qu'ils n'ont aucune espèce d'idée des effets que peut avoir le réseau 5G sur la santé. Et il y avait une taxe qui existait, qui était payée donc par les opérateurs téléphoniques en fonction du nombre d'antennes qu'ils avaient sur le territoire. Je crois que ça rapportait à peu près 2 millions d'euros par an. Donc pour eux, c'est vraiment c'est rien, quoi. Mais l'intérêt de cette taxe, c'est qu'effectivement, ça finançait de la recherche publique pour étudier l'effet des ondes. Et une des mesures de Macron en arrivant au pouvoir, ça a été de supprimer cette taxe. Alors quand on se dit que c'est 2 millions d'euros par an, payés par l'ensemble des 4 opérateurs, donc ça fait des 4 opérateurs, ça fait 500 000 euros chacun par an. Autrement dit, rien. Même économiquement, pour eux, c'est minime. Donc pourquoi supprimer cette taxe-là ? Je ne pense pas que ce soit une raison économique. C'est trop petit pour eux. S'ils ont supprimé cette taxe-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de recherche publique sur l'effet des ondes électromagnétiques. Alors qu'on a besoin d'en savoir plus, notamment des effets sur les humains, parce que vous me parlez des rats, des vaches, etc., mais on a besoin de savoir ce que ça fait sur les humains. Sur les humains, oui, tout à fait, on a besoin. Et donc actuellement, vu que cette taxe a été supprimée, il faudra compter sur les études financées par les opérateurs eux-mêmes pour savoir si les ondes ont un effet nocif sur la santé humaine. Autrement dit, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on découvre des effets nocifs sur la santé à travers ces études-là. Les États-Unis, par exemple, ils ont réalisé une grande étude qui a été publiée récemment. En Italie, il y a un institut spécialisé sur les cancers qui a réalisé une grande étude aussi. En France, c'est un des pays quand même où le lobby est le plus puissant et obtient le plus de choses, quoi. Là, depuis, je vous dis sincèrement, alors ça a toujours été le cas, ils ont toujours été assez puissants au cours de leurs 20 années d'existence à peu près. Mais là, on arrive à un point où ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Sincèrement, je ne vois pas quel cadeau supplémentaire pourrait faire le gouvernement aux opérateurs téléphoniques. Je ne vois pas. Tout a été fait. Ils ont tout obtenu. Aussi bien sur le plan de la recherche, sur le plan économique, sur les antennes, ils peuvent les implanter où ils veulent, quand ils veulent, sans demander d'autorisation. Ça, c'est justement la nouvelle ordonnance entrée en vigueur. Ils avaient déjà quasiment aucune contrainte avant.
Il y a la loi Elan qui avait déjà supprimé les derniers petits contrôles auxquels ils devaient se plier. Le devoir d'information, tout simplement. Juste avertir la commune qu'ils vont implanter une antenne à tel endroit et laisser un petit délai aux citoyens de cette commune pour pouvoir prendre connaissance du projet, éventuellement mettre la pression sur l'opérateur pour qu'il installe son antenne ailleurs, etc. Même ça a été supprimé par les ordonnances Covid. Justement, en ce moment, on parle beaucoup du monde d'après. Enfin, pendant le confinement, on en a beaucoup entendu parler, un petit peu moins depuis le déconfinement, parce qu'on se rend compte que finalement, ça ressemble beaucoup au monde d'hier. Mais là, justement, c'est une preuve de plus. Par exemple, cette ordonnance-là entre en vigueur le 26 mars, qui facilite l'implantation de ces antennes relais, c'est une preuve de plus, finalement, que... on s'est un peu moqué de nous, qu'il y a une hypocrisie quelque part, que ce monde d'après, finalement, c'est que des fausses promesses. Oui, je pense. Et ce monde d'après, ça pourrait être... peut-être qu'ils vont en profiter, encore une fois, pour nous proposer leur projet de monde intelligent et de ville intelligente. Mais ce projet de Smart City, de monde intelligent, c'est... Le business, l'économie avant tout. Voilà, c'est le monde d'avant. C'est un projet qui date du siècle dernier, enfin, avec la même philosophie qui mène le monde depuis 2 siècles, quoi. C'est-à-dire aller toujours plus vite, aller toujours plus loin. Parce que justement, ce monde d'après, pendant le confinement, on nous disait ce sera un monde qui se préoccupe de la santé des humains et de la planète. Finalement, on peut rigoler, quoi. Ouais, ou pleurer, je sais pas, mais oui, c'est... si on n'arrive pas à les stopper dans leur logique, voilà, on passera de la 5G à la 6G, à la 7G, à la 8G, et puis les pollutions seront peut-être différentes, vont peut-être évoluer avec le temps, mais il y en aura toujours autant. D'ici là, les plus riches seront peut-être sur Mars. Oui, mais ça fait partie de leur stratégie, je crois, pour nous faire tout accepter, c'est de dire, bon, au pire, il y a des exoplanètes, quoi. Alors que personne n'ira sur ces exoplanètes. Ok, Nicolas Bérard, merci. Je vous remercie.